Ho, ho, ho! Bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Comment allez-vous? Écoutez, nous y sommes, ou presque. Congé des fêtes, grosse session dans mon cas. J'ai la langue à terre. J'espère que vous connaissez cette expression-là, mais ça dit bien ce que c'est, là. C'est le temps que ça arrête, cette session-là, puis vivement le congé des fêtes. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à notre épisode spécial de Noël d'IA Café. Et ils sont nombreux aujourd'hui avec moi autour du sapin. Ils sont prêts à y déposer leurs petits cadeaux. La première, Shirley Plumeran est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va très bien et toi? Est-ce qu'il y a de la neige à Paris? Pas encore. Est-ce que tu es à Paris? Pas tout à fait. T'as pas l'air de quelqu'un qui est à Paris. Ben, j'espère que tu en profites là où tu es. C'est un tout petit peu plus ensoleillé. Et ça, on fait la recharge de vitamine D. Très bien, profites-en, c'est mérité. Le deuxième avec nous aujourd'hui, Stéphane Minéo. Toi, tu es à Paris, j'imagine. Oui, il neige pas, je confirme. Il neige pas, j'imagine que tu vas fêter ça en grand. Noël, on dit que t'es le party animal de la gang, c'est ça? Oui, pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, le piège. Ça fasse, c'est bon. Le troisième, Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, vous autres. Yes, toi, j'imagine, c'est le classique trio skidoo, raquette et grosse bière de Saguenay, j'imagine, Sylvain, c'est ça? Ça se peut? Ah ouais, mais en fait, je vais peut-être épater quelques-uns ici, mais je préfère le mousseux. Ah, voilà, le mousseux. Vous le saurez si vous avez un pot de vin. Un faux Saguenayen, en fait. Un faux Saguenayen maison. Pas très Saguenayen, en effet, mais je préfère le mousseux aussi. Oui. La dernière, vous venez de l'entendre, Véronique Tremblay, là. Comment ça va, Véro? Ça va très bien. Moi aussi, les fêtes au Saguenay, comme Sylvain, là. Ben oui, c'est un drôle d'hasard. Hein? Moi aussi, je viens de Saguenay. Écoute, on va peut-être se croiser dans le parc. Ben oui. Désolé pour nos amis français, si vous ne savez pas c'est où le Saguenay. Là. C'est comme Québec, mais tu pars 2 heures vers le nord, tu traverses un grand parc qui ne finit plus, puis tu arrives dans la plus belle région du Québec, vous le saurez. Peut-être le dernier, une petite anecdote, peut-être. Là. Ah oui, moi, vas-y. j'ai déjà eu Gérard Bouchard, là, qui est un historien qui est quand même assez connu, même en France. Ben oui. Puis, il avait déjà dit, en fait, il a écrit des livres là, sur l'histoire du Saguenay, mais il avait dit, c'est intéressant, mais je le dis pour les amis français, mais le surnom des Saguenayens à la fin du 19e siècle, c'était les Texans du Nord. Donc, ça donne quand même une couleur... oui, imaginez-vous ça. Un peu de bien cerner la personnalité de la région. Là. Je suis pas sûre que c'est flatteur, par contre. Mais c'est surtout dans l'esprit indépendance. Ah oui, OK. Oui, la conquête. Oui, dans ce sens. C'est pas le même accent, pas du tout. Même, on n'a pas les fusils à la ceinture non plus. Là. Vraiment pas. Écoutez, ça sera ça. Pour aller couper du bois. J'allais dire que Fred Plamondon était supposé d'être là. Il nous a choqué ce matin. On le salue bien bas là où il est ce matin. Écoutez, merci d'être là, groupe, parce que c'est Noël. Hein? Puis c'est Noël, donc j'ai demandé à mes baristillas de nous faire des cadeaux. C'est notre gros concept encore. Là. On fait des suggestions de cadeaux, puis on se fait carrément des cadeaux. Je leur ai dit, faites-nous des cadeaux, faites des cadeaux à nos auditeurs, auditrices. Et là, vous pouvez interpréter le terme cadeau là, comme vous le souhaitez. Ça peut être carrément des cadeaux, là, des suggestions de livres, de jeux, des séries télévisées, petites applications à essayer, n'importe quoi. Mais vous les connaissez, là, ça se peut que ça prenne plutôt
une forme un petit peu interprétative du terme cadeau, là. Donc, ça se peut que quelqu'un décide de donner un livre de croissance personnelle à Elon Musk. Ça se peut qu'on donne congé de 6 mois aussi à Yann Lequin de temps en temps. On verra là, c'est quoi où ça s'en va, cette petite liste de cadeaux. Donc, c'est ça le concept, assez simple. On se fait des suggestions de cadeaux. On parle d'intelligence artificielle. C'est ça le concept. On va commencer par Shirley Plumeran. Shirley, c'est quoi ton cadeau? Alors, mon premier cadeau, moi je suis restée dans une ambiance très bisounours, hein, je suis pas le Grinch, donc voilà. Bon, c'est bien, enfin. Voilà, je reste tranquille pour cette fois-ci. Et du coup, je me suis dit, petit cadeau, je vous emmène en virée pour un moment de partage, tous ensemble. En fait, c'est parti d'une conversation plutôt anodine avec un artiste parce que j'étais à un vernissage d'une expo la semaine dernière. Et en fait, comme il savait que j'étais dans le domaine de l'intelligence artificielle, à un moment donné, il m'a alpagué, il m'a interpellé et puis il m'a fait part de ses inquiétudes pour tous ces nouveaux logiciels, nouveaux outils type DALL-E, Midjourney, tout ça. Ben oui. Et un peu surprise quand même pour le coup parce que c'est une personne plutôt moderne, plutôt jeune, voilà, mais est impossible de le rassurer. Vraiment impossible. Pour lui, vraiment, ce genre d'outil, c'est la mort annoncée de l'artiste. Rien que ça. Ah oui? Bon, voilà. Et alors, je cherche pas... Il y en a plusieurs qui sont comme ça là, sur les réseaux sociaux en ce moment. Là, je pense que ça fait craindre le pire pour plusieurs artistes là, qui ont l'impression vont être remplacés bientôt. Là. Ouais, mais je pense pas que c'est ça. Un peu dommage. Ouais, si. Alors pour lui, pour le coup, c'était vraiment cette idée-là. Et alors, je cherche pas du tout à minimiser ses craintes, hein, vraiment pas, parce que va y avoir effectivement des changements dans le domaine de l'art, pour les graphistes, pour les illustrateurs. Mais du coup, cette petite virée, Mais oui. C'était pour vous proposer justement de réconcilier l'art avec le numérique. Parce que depuis début décembre, il y a une exposition qui est proposée au Grand Palais Immersif à Paris. Alors, je vous paye pas les billets d'avion pour venir, vous vous débrouillez, mais sinon, avec plaisir pour aller à l'expo. Je pensais que c'était ça le cadeau. Là. Ah, ok, d'accord. Bon, allez, venez tous. Et du coup, l'expo, elle se consacre au street art à l'heure du numérique. Et le but, c'était d'établir du coup des liens entre la rue et le cyberespace. Et je trouvais ça hyper intéressant déjà parce que le dispositif est assez dingue. En fait, pour pas avoir cette idée d'enfermer le street art, l'art en général, mais là plus particulièrement le street art dans un musée entre 4 murs. En fait, le lieu il est assez cool parce que il a un peu plus de 25 mètres de hauteur sous plafond. Ils ont installé d'immenses écrans de 12 mètres. Enfin, c'est assez dingue. Il y a une musique d'ambiance qui vous immerge complètement. Et donc, en fait, vous avez des rediffusions d'œuvres en train de se réaliser, de street art à travers le monde. Ah, oui. Voilà, dans les rues. Donc, vous êtes plongé dans les rues du monde entier. Et vous déambulez à Rio, à New York, etc., etc. Et du coup, vraiment, je trouvais ça assez chouette comme expérience. Et je pense qu'il va falloir y aller pour s'assurer de savoir si, du coup, il y a un petit peu ce clin d'œil pour cette nouvelle dimension de l'art avec ces outils comme Midjourney et DALL-E. Parce que du coup, ce serait intéressant justement que des expos s'intéressent plutôt aux craintes de remplacer les artistes, plutôt à savoir comment ils vont les exploiter et faire passer l'art. Les images que tu voyais, les projections, est-ce que tu penses que c'était recréé par synthèse, deepfake? Non. Mais ce serait intéressant. Le questionnement, il est là aussi, là. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant d'ajouter dans tout ce qu'on voyait aussi une pièce qui est deepfake pour faire réfléchir. Écoutez, ce qu'on voit, c'est intéressant, mais... complètement exploité, en tout cas. Oui, très bien. Donc, le street art AI, peut-être, faudra voir la réaction des artistes. C'est pas fini, là. C'est un débat qui est bien lancé en ce moment, là.
ça résiste fort. Je pense qu'évidemment, il y a un potentiel à tout ça. J'ai hâte de voir ce qu'on va y faire. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Là. Je voyais les photos là, qui, ici à la faculté, bon, ils m'entendent pas, mais ils utilisent des images générées par... ça ressemble à du DALL-E là, pour illustrer les événements de la faculté. C'est pas très beau, ça se ressemble. Puis je sais pas pourquoi qu'on prend pas des tableaux bien connus qui sont libres de droit pour illustrer tout ça. Là. On s'amuse avec l'IA. Je sais pas, il y a quelqu'un à quelque part là, qui a trouvé son buzz en générant des images. Est-ce que c'est clairement merci. mentionné au moins que l'image a été générée par l'intelligence artificielle sur les affiches? Bonne question. J'ai pas vérifié. Ce serait bien, justement. Ce serait bien. C'est pas moi qui fais les coms de la faculté, mais oui, ce serait bien. C'est tellement évident, je me dis sûrement que ça a été mentionné, mais peut-être pas. Bah, Puis pas tant que ça. Regarde, alors là, je fais un petit parallèle peut-être un peu hasardeux, mais toutes les photographies dans les magazines, etc., de mannequins qui sont retouchés, c'est très, 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 très récent qu'on doive mettre la mention comme quoi elle a été effectivement retouchée, quoi. Ah, je savais même même pas qu'il Photoshop fallait sont mettre. obligés de le marquer? Dans l'Union européenne, ou en tout cas en France. En France, à minima, maintenant, ça l'est. Photoshop, sont obligés de marquer Photoshop. Ouais, oui, hein? cette photographie a été retouchée par un logiciel, blablabla. Notamment parce que les femmes étaient souvent amaigries, de façon très importante sur les photos de magazines, et ça posait des problèmes de santé sociale. Ben, tout à fait. Ben, c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait s'en inspirer ici aussi. Mais il devrait le marquer juste au début du magazine. Là. Toutes les photos ont été retouchées. Je veux dire, celui qui est en charge des photos, il fait pas sa job, là, faudrait le dire, mais c'est sûr qu'ils vont retoucher, peut-être pas pour amincir, ça me semble là délicat, mais augmenter la lumière ici et là, et ça fait partie de leur boulot, mais je comprends bien où vous allez. Merci, Shirley. Qui d'autre? Allons-y dans l'ordre. Moi, je vous vois à l'écran. Allons-y avec Véronique. Peut-être, Véronique, c'est quoi le cadeau? C'est quoi qu'il y a dans ton bas de Noël? OK, ben le cadeau, moi, cette année, dernièrement, mon dada, là, c'est un peu... On me pose beaucoup de questions sur comment on prépare les enfants à tout ça. D'accord? Donc, moi, j'ai des enfants de 6 et 12 ans. Puis, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qu'est-ce que tu fais pour préparer tes enfants à tout ça? Donc, je suis pas du tout une experte de l'éducation des enfants. Par contre, je connais bien l'intelligence artificielle et j'ai 2 enfants sur lesquels explorer ces choses-là. Puis? Donc, je fais des expériences et puis, ce que je me suis dit, ben comme cadeau de Noël, je vais leur proposer un livre à faire lire aux enfants pour les initier à ça. Donc, j'ai cherché des livres pour vous sur ce thème-là. Ah oui? Puis, j'ai pas trouvé beaucoup de choses intéressantes pour cette année. J'en ai trouvé quelques-uns, mais il a fallu que je les commande. Donc, je les ai pas encore lus puis je les ai pas encore testés sur mon fils. Quel âge je vous reviendrai que tu ciblais l'année là, pour prochaine. les enfants? Là, quel âge? Ben, les miens sur lesquels je peux faire des tests, c'est 6 ans et 12 ans. Donc, comme je suis 6 et une 12 ans, statisticienne, okay. J'ai besoin d'expérimenter mes choses. Donc, ce que j'ai comme cobaye pour expérimenter, tu préfères faire ça sur tes enfants plutôt que sur d'autres enfants. Oui, tu fais ça sur tes enfants. Ben oui, OK, peut-être. Là. La parentalité, c'est une forme de test psychosocial, peut-être. Et c'est bien, là, c'est un bon panel. C'est un bon panel. T'as vraiment l'enfant, le pré-ado, il te manque quand même un ado 16 ans. Ouais, il faudrait trouver ça. T'en as trouvé des livres, Véronique? Ben là, j'en ai commandé. Je vais vous revenir l'année prochaine. L'année prochaine, pour Noël, je vous promets d'avoir plus de recommandations un peu. Mais pour cette année, ben ce que j'ai trouvé, c'est l'histoire de Link à la découverte de l'éthique de l'intelligence artificielle. Link, ça a été le personnage de jeu vidéo? Non, malheureusement, ça a beaucoup déçu mon fils. C'était pas ce Link. Ça me déçoit aussi. Non, c'était malheureusement pas ce Link. Dans Zelda. Donc, non, c'était pas lui. Non, c'est un livre qui a été fait par, c'est publié par l'Obvia et les presses de l'Est. Donc, ça a été écrit par Gabrielle Jani-Verreau. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les éléments de la Déclaration de Montréal à travers un mini-roman illustré.
Ça semble aride, là, décrit comme ça, là, c'est pour 12 ans, là. Je me suis un peu posé la question en le lisant. Justement parce que je trouvais que c'était effectivement peut-être un peu aride, mais pas tant que ça non plus. Ce qui m'a déçue, en fait, en lisant le livre, c'est que c'était très ça énonçait un peu les principes de la Déclaration de Montréal, mais ça amène pas l'enfant à réfléchir par lui-même. Donc ça correspond pas tant que ça à mon style parental. J'aurais préféré un livre qui pousse l'enfant à avoir une réflexion et à déduire certains principes qu'un livre qui énonce les principes en les présentant comme une certaine vérité, disons. Ceci dit, ça énonce quand même bien les différents principes d'une façon assez relativement intéressante pour un enfant, mais j'étais quand même un peu déçue. Ceci dit, je l'ai présenté à mon fils, je lui ai fait lire et j'ai été très fière de mon fils à ce moment-là. Parce que j'avais encerclé le mot « le robot récent » dans le texte. Ça m'avait dérangé quand je l'avais lu, puis je l'avais encerclé. J'ai rien dit à mon fils, je lui ai donné le livre, puis quand il est revenu me le porter, il m'a dit « Ah, maman, récent, je comprends que ça te dérange. Il devrait plutôt écrire « capter ». Parce qu'un robot, ça a des capteurs. » J'ai dit « Wow! » J'ai dit « Wow, mon fils, t'es parfait. » Les anthropomorphismes dans ce genre de livre-là, ou même dans le discours, les anthropomorphismes méritent au plus haut point. Donc, il y avait cet anthropomorphisme-là dans le livre et mon fils de 12 ans m'a proposé un mot pour le remplacer qui est « capter » parce que le robot, il y a des capteurs. Il ressent et il capte. Ben oui, puis moi, j'imagine le dessin, là, je vois une flèche. Là. Tu sais, il ressent, ça part du robot, puis ça sort. Là. Puis il capte, c'est de la lumière peut-être, qui rentre vers le robot, puis il la capte. Là. Donc, il la capte, il l'analyse, il la traite. Ouais. Beau mot. Donc, il n'y avait pas de gros point d'exclamation à côté de ton rond. Il a vraiment compris que ça te dérangeait en plus. Oui, mais il faut dire que mon fils est un peu sensibilisé à la question, donc c'est pas trop étonnant qu'il ait compris que ça me dérangeait, il s'en doute un peu. Mais après, je lui ai demandé, bon, ben, comment t'as trouvé ça? Et puis là, j'ai eu droit à un « ouais, intéressant ». Ce qui, pour un enfant de 12 ans, est l'équivalent d'une critique dithyrambique du livre, d'accord? Donc, okay. Moi, je l'avais trouvé un peu moyen, mais finalement, ben, félicitations à Gabrielle Joly-Véraud parce que elle a réussi à tirer d'un pré-ado de 12 ans qui ne vit que par les jeux vidéo. Elle a réussi à en tirer un « ouais, intéressant ». Wow. Ben, c'est déjà ça. Rappelle-moi le titre de l'ouvrage. Donc, c'est l'histoire de Link à la découverte de l'éthique de l'intelligence artificielle. Link. Link. Bon, il y a une petite partie de déception, mais on voit que... Ça te perturbe énormément, Jean-François, ça se voit. Hein? Il y avait une opportunité là, je me suis dit, ah oui, Link, bonne idée. Mais je dois par contre préciser que je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que t'en penses pour un cadeau de Noël? Il m'a dit, peut-être plus, mettons, ce serait un bon livre à lire à l'école. Obligatoire. Oui, ou un cadeau à faire. Cadeau de Noël. Mais cadeau de Noël, tu as besoin de la petite surprise, puis du petit « Ah oui, merci », là. Je suis pas sûr qu'un livre... Bon, nous, on adorerait. Nous, on serait super contents. Mais oui. Peut-être, oui. OK. J'ai une copie du Capital algorithmique à donner. Là. Je n'ai deux. Là. Si vous voulez donner ça à vos enfants, vous me ferez signe. Je vous enverrai une copie. Qui est le suivant? Ben, je vais y aller avec Stéphane. Stéphane, merci Véronique. Stéphane, dans ton Sous l'arbre, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je vais vous proposer un petit jeu. Ah oui? Oui. Jouons, allons-y. Alors, j'ai apporté 3 paquets de cadeaux. C'est écrit ABC sur les cadeaux pour celles et ceux qui ne le voient pas. Là. Voilà, qu'on puisse les reconnaître. Et il va falloir... Donc le petit jeu, alors il va me falloir une petite main innocente, puisque parmi ces 3 paquets, il n'y en a qu'un seul qui contient le cadeau. Okay. Il va falloir essayer de trouver lequel est-ce. OK.
Alors, il va me falloir une main innocente, quelqu'un qui connaît pas trop les lutins. Je mettrai de côté Véronique, il y a des choses qu'elle connaisse les petits lutins. J'ai déjà deviné. Donc oui, je suis de côté dans le jeu. Voilà. Et puis, du coup, ça peut être qui vous voulez, Sylvain, Shirley, JF. Sylvain, A, B ou C? Je dirais Alors, B. tu dirais le B? Très B. bien. Alors, d'après toi, tu as combien de chances d'obtenir le cadeau avec le paquet B? Mes chances. Oui, sachant Ouais. qu'il y Là, a des un probas. paquet sur 3 qui... Oh là là, heureusement que c'est pas tombé sur moi. Pourquoi cette question-là n'est pas adressée à Véronique et à moi? Parce que je sais la réponse, justement. Et Enfin, je pour l'instant, c'est pas je trop vais difficile. devoir dévoiler mon habilité en mathématiques et ma très grande connaissance en matière de calcul. T'allais dire 1 sur 3, Sylvain, Ouais, 1 c'est sur ça? 3. Ouais, je savais que t'allais le dire. Désolé, je t'ai devancé, mais... Mais c'est bien, c'est bien 33% sur ce paquet. Mais du coup, 33.3. je vais t'aider un petit peu, puisque je vais retirer un paquet, un des paquets qui ne contient pas le cadeau, puisque je sais que le paquet A ne contient pas le cadeau, il te reste plus que les paquets B et C. Du coup, je te repose la même question, est-ce que tu veux changer le paquet que tu as choisi, sachant que tu avais choisi le paquet B, ou est-ce que tu restes sur ton paquet? Non, je reste avec le même. D'accord. Et maintenant, tu as combien de chances d'obtenir le cadeau dans ton paquet? Je dirais 1 sur 2. Tu dirais 1 sur 2. Bon. Eh ben, figure-toi Ben, que... c'est un bon instinct. C'est pas la bonne réponse, mais c'est un bon instinct. C'est ça, c'est pas la bonne réponse, effectivement. Je dois te dire que tu as plusieurs biais, en fait, dans... Et Qu'est-ce tu que as c'est étonnant? Donc, tu as... Le biais de l'animosité envers les mathématiques, je savais déjà. Je venais avec. Ouais, je suis bien tombé parce que je pense qu'avec Véronique, je pense que j'aurais eu un souci, par exemple. Mais tu as, par exemple, le biais d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on voit deux objets identiques, comme ça, là, de dire qu'on a une chance sur 2 de tomber sur le paquet. Alors, c'est vrai la plupart du temps. Mais là, dans ce cas-là, non. En fait, tu avais plus de chances de tomber sur le cadeau en changeant, à ce moment-là, ton paquet. Et puis, tu as un autre biais, c'est le biais de statu quo. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as choisi au début le paquet B, tu vas rester sur ce paquet, même s'il y a des événements qui vont intervenir. Ah, j'aime où tu t'en vas, Stéphane. C'est donc un deuxième biais. Enfin, tu as un biais d'ancrage. C'est-à-dire que, pareil, c'est parce que voilà, ça revient un petit peu au même, le biais d'ancrage. Donc, tu as choisi ton paquet B et tu restes sur ton paquet B. Et enfin, on fait, nous, humains, une espèce de simplification cognitive, c'est-à-dire que quand on a 3 paquets, on a une chance sur 3, quand il y en a 2, il y a une chance sur 2. En fait, c'est une simplification en mathématiques, là. Ce qui se passe, c'est que quand je retire un paquet qui, je sais, est vide, tu changes la statistique. Là. Je change la statistique, et donc tu as 2 chances sur 3 que ça soit l'autre. Que ça soit l'autre paquet qui contienne le cadeau. Alors ça, c'est un problème connu qui s'appelle le problème de Monty Hall. Moi, c'était les 3 portes, je pense que je l'avais entendu. Là. Exactement, c'était un jeu télévisé américain, Let's Make a Deal. Ah, c'est ça. Et, il y avait un mouton derrière la porte, c'est ça? Alors, c'était à peu près ça. Il y avait une porte enfin, derrière, il y avait une voiture. Alors, désolé, le cadeau, c'est pas une voiture. Et puis 2 autres portes où il y avait des chèvres. Et la personne qui était invitée devait choisir la bonne porte. Et effectivement, Monty Hall, le présentateur, retirait une des portes après le premier choix. J'ai une question importante, primordiale. Est-ce que la personne repartait avec les chèvres si jamais elle perdait la voiture? Elle repartait avec au moins une chèvre. Super. Super, t'as pas intérêt de parisien. Un beau gigot de Noël au moins, là, c'est pas perdu. Alors, du coup, il y a eu Marlene Vaux-Savant en 1990 qui avait publié un article pour expliquer ce phénomène mathématique. Il y avait eu beaucoup de contradictions. Elle avait reçu 10 000 lettres, je crois, pour lui expliquer qu'elle avait tort.
Alors moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, donc j'ai quand même fait un petit programme en Python pour m'amuser, essayer de voir si ça faisait bien le résultat. C'est pas assez simple, une feuille de papier. Puis, ça m'a beaucoup troublé. En fait, pour le comprendre, ça m'a aidé. Je me suis aussi également amusé avec mes meilleurs amis du moment, avec Bard et avec ChatGPT. Et je leur ai fait le même jeu. Et Bard, il faut savoir qu'il a le même biais que nous. C'est-à-dire que pour lui, le deuxième paquet, enfin le deuxième choix, il reste à une chance sur 2. Par contre, ChatGPT 4, il m'a expliqué concrètement ce qu'était Moutio et il ne s'est absolument pas trompé. Ouais, c'était une bonne. Merci Stéphane, c'était une belle énigme à poser pendant le temps des fêtes. Là. On prend trois feuilles de papier, puis on met un 20$ en dessous d'une feuille de papier ABC, puis on fait exactement ce que Stéphane a dit. Vous le ferez avec des enfants, vous allez les occuper, puis après ça, vous leur expliquez le calcul, comme Stéphane l'a bien fait, comme Sylvain aurait pu probablement nous l'expliquer. Et sinon, juste pour conclure, le paquet B était bien vide également. Donc, oui, puis qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, on le sait. Il y a une chèvre. On va le garder pour le prochain tour. On va l'ouvrir au prochain tour. Au prochain tour? Il est concept. Wow. Excellent. Merci. On va y aller vers Sylvain. Sylvain, tu veux-tu te servir de Stéphane comme tête de Turc en retour? Le cadeau, en fait, je le ferai pas. C'était ça le cadeau. Moi, je me suis laissé aller à servir de punching bag. Donc, c'était très belle expérience de podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de votre cadeau autant que moi. Merci Sylvain. Je vais peut-être faire un revirement, en fait, à 180 degrés. Je vais probablement être un petit peu plus sérieux que Stéphane, car il en faut quand même, hein, des gens sérieux dans ce podcast-là. Alors, je vais prendre personne comme tête de Turc, en fait. Et je vais même faire un usage très abusif du podcast, Jean-François, si tu le permets. Ah oui? C'est-à-dire de faire un peu d'autopromotion. Alors, mon cadeau, ça sera en fait un nouveau livre qui vient de sortir aux presses de l'Université Laval, qui s'intitule « Les intelligences artificielles au prisme de la justice sociale », qui est un livre qui a été dirigé par Karine Gentelet, qui a occupé pendant 2 ans la chaire Abénas pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Et il y a 19 chapitres là-dedans. C'est un ouvrage qui est bilingue. Il y a toutes sortes de contributions. Et je sais qu'on parle souvent là, d'éthique de l'IA et tout ça, mais je veux dire, les chapitres sont quand même, je les trouve, c'est des sujets qui sont assez originaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est une bonne introduction, une bonne porte d'entrée aussi pour le champ là, de la justice sociale ou même de l'éthique en intelligence artificielle. La focale de ce livre-là, c'est vraiment de mettre l'accent sur la dimension collective, parce que on parle souvent de l'intelligence artificielle comme ça, mais je dirais l'angle d'entrée est souvent individuel, c'est-à-dire c'est l'usager qui est en interaction avec une plateforme, avec un produit ou avec un service qui est généré ou qui utilise l'intelligence artificielle. C'est souvent une image que je demande, un texte que je demande, une recommandation qu'un système d'IA va me faire. Donc, on est toujours un peu dans un rapport individualisé. Alors que ce livre-là prend complètement le point de vue l'angle contraire, c'est-à-dire on va s'intéresser à la dimension collective. Parce que les répercussions sociétales, les enjeux, les impacts sont collectifs et pas individuels, alors que l'usage est plutôt individuel. C'est à chacun d'apprivoiser cette technologie-là, de la connaître, de l'apprendre. Donc ça, c'est le point d'entrée du livre. Et l'idée est vraiment d'essayer de considérer, c'est la thèse qui est défendue, mais de considérer tous les points de vue de tous les acteurs actuellement dans la gouvernance, la conception de l'IA. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent ces systèmes-là actuellement sont dans une position hégémonique qui leur permet de dominer les espaces économiques, politiques, juridiques, etc. Là. Les prises de décision aussi, les cénacles du pouvoir. Donc, ils induisent des changements qui se font à leur grip, selon leur intérêt, leur rationalité, leurs besoins et leurs préoccupations aussi.
Ça me fait penser à un texte que j'avais déjà lu dans un journal grand public là, de Kate Crawford, qui est une spécialiste de l'intelligence artificielle. Et elle questionnait un peu cette idée-là dont on a souvent parlé ici, là, mais de risque existentiel. Alors, si vous demandez, moi, comme je l'avais fait aussi là, à travers mes entretiens, mais c'est quoi le plus grand risque qui est relié à l'intelligence artificielle? Souvent, on revient avec une idée qui est soit directement à la singularité ou quelque chose qui est dérivé de ça, c'est-à-dire une espèce d'entité qui prendrait le contrôle. Mais elle disait dans cet article-là, ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à un homme blanc occidental, c'est pas un informaticien, par exemple, ou un ingénieur ou un financier, peu importe. Il y a une chance qu'il va vous dire que c'est le plus grand risque pour l'humanité, c'est une intelligence artificielle qui serait dominante, super puissante. Alors que si vous demandez, par exemple, à quelqu'un au sud global ou une population marginalisée, il y a de fortes chances que le risque existentiel en question, ce soit autre chose. Ce soit une autre préoccupation parce que l'imaginaire est différent, la conception des choses est différente. Oui. Donc, ça, c'est un premier point. Et en fait, le problème qui est soulevé par le livre, c'est que en matière d'intelligence artificielle, on peut parler d'innovation qui se fait, mais sans représentation, sans débat, sans discussion démocratique. Alors, dans l'angle mort de ce développement-là, il y a des groupes, il y a des voix qui ne s'expriment pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas entendues. Dans le livre mentionne, par exemple, les Premières Nations, les personnes âgées aussi, par exemple, dont on parle jamais. C'est très, très rare que vous allez avoir des personnes âgées qui seront interrogées, et peu importe les émissions à la télé, même les photos du groupe. Informés, interrogés. Exactement. Ça serait intéressant un peu de voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. C'est quoi leur perspective? Souvent, exactement. Pas ils ont eu aussi d'autres changements dans le passé. Donc, le propos est vraiment de défendre le droit à la participation des citoyens dans la gouvernance de l'IA, dans le processus de prise de décision. Donc, ça, c'est un peu le contexte qui explique l'écriture de ce livre-là. Et puis, là-dedans, moi, j'ai un chapitre là, où je me livre à un exercice, c'est-à-dire de faire une petite histoire de l'intelligence, racontée à travers ces différentes itérations historiques. C'est-à-dire, c'est toujours un peu une itération, c'est une forme, c'est un rapport de pouvoir qui change son apparence, mais qui reste fondamentalement la même chose. Et puis, je découpe cette histoire-là en 3 images, si on veut. La première, c'est le roi philosophe, qui nous est proposé par Platon, où là-dedans, vous avez l'idéal d'une société, exactement, qui serait organisée, qui serait dirigée par des gens qui seraient sélectionnés à partir de leur talent cognitif, là, de leur connaissance, de leur sagesse, qui pourraient aller dès leur plus jeune âge là, dans une espèce d'académie de formation de à l'esprit philosophique, une espèce d'arène de la pensée qui pourrait permettre de sélectionner les meilleurs. Et l'idée là-dedans, c'est que ces gens-là seraient les mieux à même de pouvoir diriger, gouverner la cité, donc d'avoir une décision éclairée. Ça ressemble à la faculté de philosophie, ce que tu viens de décrire. Exactement. Donc, ça, c'est le roi philosophe. C'est la première image. La deuxième image, c'est celle de la race supérieure, où dans tout le projet colonial, impérialiste européen, vous avez l'intelligence qui sort un peu de l'abstraction. C'est-à-dire, on ne parle plus simplement d'une qualité mentale abstraite. Là, on essaie en fait de décomposer les populations humaines en catégories raciales. Et là, la catégorie, l'avantage de la race supérieure, c'est justement son intelligence. Donc, on essaie de greffer un corps, de s'appuyer sur des caractéristiques physiologiques pour dire, finalement, voici l'intelligence, c'est quelque chose qui est matériel. Donc, on s'en sert pour défendre ou justifier un système inégalitaire, dominateur, exploitateur. La troisième image, c'est celle de la méritocratie néolibérale, qui est un peu mon sujet de thèse, qui est une forme de hiérarchie de l'intelligence comme telle. Vous avez des notions comme le talent, l'innovation, la créativité, le capital humain, qui sont propres au vocabulaire du nouveau management qu'on entend souvent, on l'entend dans HEC, on l'entend dans les programmes de développement personnel, dans l'entrepreneuriat aussi. Mais quand on s'arrête à ces notions-là, en fait, c'est encore une fois
ce qui se retrouve au bout de ça, c'est une espèce de fétichisme, encore une fois, de l'intelligence qui est reproduite dans le système économique actuel. Donc, c'est un peu mes trois grandes idées. Alors, si la question vous intéresse, procurez-vous ce livre-là. Ben merci Sylvain, je l'avais vu passer et puis ça m'avait pas marqué sur le coup, mais là tu m'as convaincu. Oui. Mais en fait, Sylvain, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment... il est bilingue, hein, fait qu'il y a autant de chapitres en anglais, mais c'est... Rappelle-moi le titre de l'ouvrage, c'est de Karine Gentelet, c'est ça? Oui, c'est ça. Les intelligences artificielles aux prises de la justice sociale. Il y a aussi un chapitre qui est un peu amusant, en fait, de Martin Gibert, là, où il explique un peu... La morale des robots? Oui, ben, dans celui-là, il parle moins des robots, mais des animaux. Il dit... ceux il y a des répercussions sociales de l'IA, mais il y a aussi des répercussions sur des entités non humaines dont on parle moins. Par exemple, dans son cas, lui, les animaux, là, donc les algorithmes qui permettent. C'est assez amusant, là, même de répertorier le cri des cochons là, avec des outils d'intelligence artificielle pour ensuite essayer de connaître l'état émotionnel des animaux avant l'abattage. Bon, c'est assez intéressant. J'en dis pas plus. J'essaie de laisser le suspense là-dedans. Mais vous en aurez vraiment pour tous les goûts. Tous les goûts. Puis rappelle le titre de ton chapitre, Sylvain, tu l'as-tu? Oui. C'est pas par cœur, il est trop long son titre. Alors, du roi philosophe aux algorithmes, l'histoire de la hiérarchie du pouvoir occidental comme guerre des intelligences continue. Excellent, on va lire ça pendant le temps des fêtes. Shirley, tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, mais ça me fait penser à un truc que j'ai entendu ce matin et du coup, je suis d'autant plus curieuse d'aller te lire, du coup, Sylvain. J'ai entendu qu'un membre de l'équipe d'OpenAI avait encore agité le drapeau de ça y est, la super intelligence qui va surpasser celle de, l'humaine arrive bientôt, c'est bientôt là. Et du coup, il y avait le livre de Daniel Handler. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette année, Intelligence humaine et intelligence artificielle, la double énigme. Et j'étais un petit peu curieuse parce que du coup, il vient beaucoup nuancer tout ce fameux discours-là qui est un peu détestable, on va pas se mentir. Et il y a une phrase que j'ai trouvée assez drôle et je vais faire le lien avec la petite référence animale du coup de Sylvain. Alors dans son livre, du coup, il a une phrase qui dit « Ce n'est pas parce que le chat grimpe en haut de l'arbre qu'il pourra un jour poser une patte sur la lune. » Du coup, pour nuancer les discours techno-optimistes des ingénieurs qui annoncent toujours qu'une étape de plus vient d'être franchie vers l'objectif suprême. Oui, et puis que nécessairement, on va se rendre à une intelligence générale. Donc, il y a ça. C'est pas parce qu'on fait un pas en avant que nécessairement... On est en haut de l'Everest. Là. Il y a encore bien du chemin à faire. Écoutez, avant de passer au deuxième tour, je me permets de... là, on se donne des cadeaux, mais je me permets de vous rappeler plutôt à nos éditeurs et auditrices qu'eux aussi peuvent nous donner un cadeau. Donc, si vous souhaitez soutenir notre projet IA Café, participer à votre façon là au développement de notre belle petite communauté de réflexion sur l'intelligence artificielle en français, en plus. Donc, si vous souhaitez faire une petite contribution, notre cadeau, vous irez voir là, dans les notes de l'épisode ou directement là, sur le site du podcast. Il y a un petit bouton et on vous offre là, pour l'équivalent du prix d'un café par mois. Donc, ça me semble être un prix fort raisonnable pour une délicieuse mouture de notre IA Café. En tout cas, ça fait partie de ma liste de souhaits de cadeaux de Noël. D'ailleurs, mention spéciale à Vincent Bailey, généreux donateur. Donc, Vincent Bailey, je te sacre, membre du Nexus 6. Donc, le Nexus 6, là, c'est ce qui va regrouper tous les généreux donateurs du podcast. Donc, qui rêvent de moutons électriques. Vincent Bailey, membre du Grand Nexus 6. Si tu souhaites un jour participer au podcast et rencontrer notre équipe, fais-moi signe.
en Exorcist, là, c'était les réplicants les plus humains que les humains. Là. J'imagine que vous avez compris la référence. OK, tour 2. Allons-y. On fait un autre tour. On a donné des premiers cadeaux. On fait notre deuxième tour. Recommençons par Shirley Plumeran. Shirley, qu'est-ce que tu nous offres encore comme cadeau? Eh ben, en rentrant notre petite virée du coup au musée, je vous offre ma délicieuse recette de chocolat chaud. On va se poser autour du sapin et je vais vous offrir à tous une petite BD. Du coup, alors ça va peut-être plaire à tes enfants, Véronique. Vraiment, je crois en tout cas. Peut-être ton deuxième enfant. Quoique, je sais pas, peut-être les deux en vrai. Du coup, le nom de la BD c'est Ada et Zangman. Donc c'est la première BD consacrée au logiciel libre pour apprendre et comprendre la grande histoire du numérique. Est-ce que tu l'avais dans ta liste? Non, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas dans ma liste. Il y avait Ada comme Ada Lovelace, puis l'autre nom c'est quoi? Zangman. Du coup. Et Ada, c'est une référence directe, un hommage, bien sûr, à Ada Lovelace. Et du coup, c'est présenté comme une fable du 21e siècle. Et c'est les aventures de Ada, une petite fille, et Zangman, qui est un inventeur très, très riche. Alors, c'est assez rigolo parce par exemple, il a un ordinateur en or, entièrement fait d'or. Ben oui. Donc, voilà. Et en fait, il est sûr qu'il y en a un qui a un ordinateur. Dans ceux que vous pensez, là, il y en a un qui a un ordinateur en or, c'est sûr. C'est marrant, on a des noms qui viennent direct en tête. Hein. Oui. Voilà, bon. Et donc, cet inventeur très très riche, en fait, il est capable de piloter à distance toutes ces innovations qui sont très largement utilisées dans l'ensemble de la population. Et en fait, c'est un inventeur qui vient imposer complètement ses goûts avec ces machines connectées dont il est le seul à pouvoir les piloter. Là aussi, il y a des noms qui nous viennent très facilement en tête. Voilà, les petites refs. Et du coup, dans cette histoire, Ada, elle est très très curieuse et elle va construire ses propres objets pour tenter de reprendre la main sur ce monde numérique complètement aliénant. Et voilà, du coup, je trouvais super intéressant de faire une BD comme ça sur tout ce qui est logiciel libre. Ça fait référence à cette histoire vraiment du numérique, cette histoire première, initiale, on va dire ça comme ça, et avec un respect des valeurs du libre, puisque en fait, le binôme qui a créé cette BD, donc c'est... alors, attendez, son nom, c'est terrible, je suis désolée. Je vais le retrouver en même temps, et c'est un Allemand en fait qui voulait expliquer son métier à sa fille et qui savait pas comment faire, donc il a créé cette BD. Et vous avez également donc une illustratrice qui fait les dessins et qui d'ailleurs, si jamais vous commandez cette BD, vous verrez, il y a vraiment une diversité qu'on connaît pas toujours, en tout cas dans le monde du numérique, et ils ont entièrement cédé leurs droits sous licence libre en Creative Commons. Donc vous êtes autorisé à en avoir l'usage, la modification et le partage de l'œuvre, toujours en citant donc les auteurs, et que la deuxième condition, c'est que les droits continuent d'être cédés. Et comment j'en ai entendu parler, c'est parce qu'en fait le ministère de l'Éducation a proposé du coup à des établissements scolaires en France de s'emparer de cette BD pour venir faire la traduction de l'allemand au français de cette BD. Et du coup, je trouvais ça super cool de faire ça comme atelier avec les enfants. Et donc, cette BD est disponible en librairie et en version numérique, bien évidemment. Quel âge les enfants? J'ai perdu le compte avec Véronique. 6 ou 12 ans, les enfants? 6 ou 12 ans, je sais pas. Peut-être plus 6, non? J'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé que enfin, je sais pas. En vrai, moi, je la lirais aussi. Je vais l'inclure dans mon expérimentation cette année. Donc, tu me dis toute l'année, je vais expérimenter des livres sur mes enfants. Comme ça paraît drôle. Et puis, donc, je vais l'inclure dans mon plan d'expérience et puis je vous reviens là-dessus. Excellent, j'ai hâte de voir les chiffres Excel de tout ça. OK, on continue. Merci Shirley, une belle suggestion de lecture BD. Prenez le temps de regarder les dessins aussi dans les BD. Là. Moi, j'ai des amis qui dessinent des BD. Puis depuis que je les connais, là, je me fais un devoir
la lire une fois, parce que c'est ça qu'on fait. On est habitué de lire vite, là, des briques comme celle de Sylvain, mais en même temps, une BD, bon, on lit, puis après ça, on regarde les images. Chaque petite case a été dessinée, sachez-le, puis c'est beaucoup de travail, donc appréciez chaque petit dessin. Véronique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans ton bas de Noël, là, sous ton arbre? Ben, j'avais pas trop d'idées pour le deuxième cadeau, donc à la place de faire comme les gens modernes et d'aller demander à ChatGPT, j'ai fait quelque chose de complètement archaïque. Je me suis assise avec mes collègues autour d'une bière et leur ai demandé de me donner des idées au de début de la soirée ou à la fin de la soirée? À peu près dans le milieu. Il y a eu toutes sortes de suggestions, mais ce qui est ressorti, c'est un de mes collègues, merci Jean-François, qui m'a dit, ben Véronique, on parle d'intelligence artificielle et de cadeaux de Noël, il faut que tu parles d'algorithmes de recommandation. Je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai. Bon point. Donc, on embarque dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Comme sujet, je me suis dit, OK, je vais parler d'algorithmes de recommandation et je vais en profiter pour introduire un peu quelques notions de statistiques. Je te rassure, Sylvain, il n'y aura pas de calcul de probabilité dans l'exercice. Je vous rassure tous. Donc, je vais introduire quelques notions de statistiques, la notion de biais, mais de biais statistiques, OK? Parce que, tu sais, il y a les biais cognitifs, là, c'est un peu ça dont Stéphane parlait tout à l'heure, mais je vais vous amener un peu sur la notion de biais statistiques. Donc, dans les algorithmes de recommandation, en fait, on peut les voir un peu comme un système d'aide à la décision, mais un système d'aide à la décision qui n'est pas nécessairement sollicité, dans le sens où l'algorithme, il vous aide à prendre une décision, mais sans que vous lui ayez demandé nécessairement. Il vous pousse une décision. La décision commence par « tu pourrais acheter telle autre chose ». Ben, ça ressemble à ça. Donc, je vous invite à le concevoir comme un système d'aide à la décision et à le regarder comme ça et à le critiquer comme un système d'aide à la décision. Donc, le premier type d'algorithme de recommandation celui qui est le plus facile, là, je dirais probablement encore le plus utilisé d'ailleurs, là, c'est ce qu'on appelle le filtrage passif. Donc, le filtrage passif, c'est tout simplement que quand vous allez sur un site, par exemple, sur un site web, ben, on va vous recommander la chose qui est la plus achetée, par exemple. Et puis, on peut préciser un peu ce filtrage-là en disant, ben, mettons que vous mettez une première chose dans votre panier, ben, parmi les personnes, donc on va après ça calculer une probabilité conditionnelle. Donc, parmi les personnes qui avaient mis ça dans leur panier, ben, voici, la chose la plus probable à mettre dans le panier après. D'accord? La plus achetée en seconde. La plus achetée, sachant que la personne a acheté le premier item. Donc ça, c'est du filtrage passif. Pour ceux qui nous écoutent, qui auraient étudié un petit peu plus dans des écoles de commerce ou peut-être même en statistique, on parle souvent de règles d'association, d'accord? Donc le mot en informatique, c'est filtrage passif, et puis le mot plus en statistique ou en marketing, c'est règles d'association. Donc, ce sont des algorithmes de base qui sont pas très intrusifs pour votre vie privée parce que vous n'avez pas donné d'informations là-dessus. D'accord? C'est juste qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui se vend, puis qu'est-ce qui est associé à ce que tu viens d'écrire. Exactement. Donc, sur le plan statistique, ce type de modèle-là est considéré comme assez biaisé. D'accord? Parce que un biais en statistique, c'est un écart systématique par rapport à une vraie valeur. Donc, dans ce type d'algorithme-là, on considère que c'est biaisé sur le plan statistique parce que en fait, on va se tromper souvent parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. D'accord? Donc, pour une personne en particulier, pour Jean-François, par exemple, ben l'algorithme va un peu toujours prédire la même chose parce qu'il connaît pas assez Jean-François, donc il va toujours être un peu biaisé par rapport à Jean-François. Donc, il va systématiquement se tromper dans un certain sens. Donc, au niveau statistique, c'est considéré comme un modèle qui a un grand biais. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? On ajoute des informations, on ajoute des caractéristiques, on ajoute des variables. Et c'est là qu'on entre dans les modèles, on va souvent parler de machine learning, on va parler d'apprentissage automatique, on peut appeler ça du statistical learning, on peut appeler ça on peut y donner toutes sortes de noms, là, mais ces modèles-là qui sont utilisés, qui sont associés à l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, avec l'arrivée de ChatGPT, on associe plus ChatGPT à l'intelligence artificielle que le machine learning classique, mais bon, c'est une autre question. Donc, il y a ces modèles-là qui, eux, vont aller chercher plein d'informations sur vous
Ils vont aller chercher plein d'informations sur plein de personnes et ils vont faire une prédiction sur ce qui est plus probable pour vous en particulier. D'accord? Donc, ces modèles-là sont beaucoup plus intrusifs dans votre vie privée, mais sur le plan statistique, ils sont moins biaisés. OK? Ils sont plus précis, ils se trompent pas, ils se trompent moins. Ils se trompent moins, exactement. Ils m'aident plus précisément à prendre ma décision. Plus précisément à prendre ta décision. Mais bon, c'est intrusif. Donc là, il y a comme un compromis à faire entre le biais puis l'intrusion dans la vie privée dans ce genre de contexte-là. Maintenant, tu sais, si on prend ça du point de vue, puis c'est ici là que, tu sais, parce que, tu sais, si on le prend du point de vue du commerçant, ce modèle-là qu'on va créer, il n'y a pas de biais comme tel. OK? Parce que le commerçant, lui, son objectif, quand il construit le modèle, c'est de créer un modèle. Son objectif, c'est de te vendre quelque chose. Donc, c'est de te proposer ce que tu as le plus de chances d'acheter. Et le problème, il est ici, là. OK? Il est dans l'utilisation du modèle. Donc, vous, quand vous l'utilisez, vous, le consommateur, ce que vous recherchez, c'est pas ce que vous avez le plus de chances d'acheter. Vous n'en avez rien à faire de ça. C'est ce que vous avez le plus de chances d'aimer. D'accord? Puis c'est comme ça que vous l'utilisez, le modèle, vous, dans votre tête. D'accord? Sans que ce soit conscient, on s'entend, là. Mais vous, votre objectif, c'est d'acheter quelque chose que vous aimez. Donc, ici, ce qu'on a, en statistique, on appelle ça un biais de mesure. D'accord? C'est-à-dire que vous utilisez le modèle en espérant trouver ce que vous allez le plus aimer, inconsciemment, évidemment. Puis mais lui, en fait, il propose que tu as le plus de chances d'acheter. Donc, ce qui est mesuré, ça sur quoi le modèle est construit, la variable cible sur laquelle le modèle est construit, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à prédire. Il y a un écart entre les deux, c'est une espèce de proxy de ça. D'accord? Et ce proxy-là, on dit que c'est une variable cible qui est mesurée avec une erreur. Et cette erreur-là, elle peut être biaisée. Donc, c'est ce qu'on appelle un biais de mesure ici. Donc, c'est un concept statistique qui est assez intéressant. Puis, je vous invite, puis là, on l'applique au système de recommandation ou à la publicité, mais ça s'applique en fait à l'utilisation de n'importe quel modèle. Okay? Un modèle, c'est conçu pour un certain objectif qui est spécifique. Donc, il peut ne pas être biaisé. Il est pas biaisé du point de vue du commerçant qui veut te proposer la chose que tu as le plus de chances d'acheter. Mais il est biaisé du point de vue de l'utilisation. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent, qu'on a rencontré dans le cas de l'algorithme Compass, par exemple, qui avait pas du tout été conçu pour envoyer quelqu'un en prison ou pas, mais bien pour cibler les personnes qui étaient les plus propices à réagir positivement, par exemple, à un certain accompagnement là, pour ne pas récidiver. Donc, un modèle n'est pas nécessairement biaisé ou non biaisé en soi. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait. Maintenant, pourquoi il y a un écart Celui qui le produit puis celui qui l'utilise. Ben, ça pourrait être celui qui le produit ou celui qui l'utilise. En fait, il faudrait que celui qui le produise vraiment en fonction de celui qui l'utilise. Mais ça, c'est pas toujours possible parce que on l'a pas nécessairement la mesure de ce que t'aimes ou de ce que t'aimes pas, finalement. Ben non. Le commerçant, probablement que c'est ça qui probablement. On peut espérer qu'un commerçant bien intentionné voudrait te proposer ce que tu vas aimer et non pas ce que tu as le plus de chances d'acheter. Mais il n'y a pas ça dans son information, il n'y a pas ça dans sa base de données. Il est obligé d'aller chercher un proxy. Et c'est dans ce proxy-là qu'il y a un biais et c'est là que il y a un lien à faire avec les biais qui sont cognitifs, d'accord? Parce que là, c'est possible que dans le passé, les gens aient acheté davantage des poupées à une fille que des camions. Et c'est là que les biais cognitifs peuvent entrer en ligne de compte. C'est là que le biais statistique, en fait, donc, tu sais, l'écart entre ce qui est mesuré et puis ce qu'on voudrait avoir, lui, il peut être produit par des biais cognitifs. Et à ce moment-là, il faut faire des hypothèses là-dessus. OK? On n'a souvent pas la vérité en arrière de ça. Et c'est là qu'il faut se tourner vers, par exemple, des sociologues, des psychologues, donc des personnes qui ont vraiment une expertise du domaine pour être capables d'anticiper ou de deviner l'idée qu'il pourrait y avoir quelque part un biais qui serait cognitif en arrière de ça. Donc, je vous amène ça pour vous dire, ici, j'ai fait aucune analyse basée sur les valeurs ou sur quoi que ce soit là-dedans, là.
c'est une analyse qui est purement statistique, mais qui nous amène à nous poser peut-être les bonnes questions ou sans nécessairement nous fournir des réponses, mais nous... Des distinctions, là, ça me semble plus précis aussi comme analyse entre les biais statistiques puis les biais psychosociaux. Des fois, c'est un fouillis, on met tout ça dans la même catégorie. Ouais. Il y a quelque chose qui est plus... Ouais. Ça retourne le raisonnement, pardon, excuse-moi. Ben, c'est un peu ça. Donc, la personne qui conçoit le modèle devrait, en tout cas, dans un monde idéal, se poser ces questions-là, aller voir l'expert du domaine puis lui dire « Hey, ici, regarde, j'ai mesuré ça et je prédis ça avec. Est-ce que tu penses que derrière ça, il pourrait y avoir justement un biais de mesure. » Et là, je donne l'exemple du biais de mesure parce que c'est ce que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui en lien avec ça, là, mais il y en a différents types de biais qui sont statistiques comme ça. Et puis, la personne, la personne qui a l'expertise technique en arrière de ça, sans nécessairement avoir une expertise au niveau philosophique ou au niveau social, est capable, à travers ces biais statistiques-là ou ces connaissances statistiques-là, d'amener les bonnes, en tout cas d'amener certaines questions, pas toutes. J'entre pas dans l'idée qu'on va sauver l'humanité avec la connaissance des statistiques, là, c'était pas ça du tout mon point. Mais ce que j'essaie d'amener comme idée, c'est que ça peut amener un certain cadre d'analyse qui peut nous aider à faire des modèles qui sont un peu meilleurs. Un peu plus précis, un peu plus... Très bien, merci Véronique, j'aime bien votre... Véronique et Stéphane, votre... on va vous apprendre des choses là aujourd'hui en matière de calcul, de statistiques, de biais statistiques. Intéressant, merci. Stéphane, justement, on va passer vers toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu avais ton cadeau. Puis, c'est quoi qu'il y a dans ton cadeau? Alors, je vais l'ouvrir. Bon, ça risque de faire un petit peu de bruit. Je vais m'éloigner un peu du micro. On a assez travaillé fort pour voir c'est quoi qu'il y avait dans le cadeau. Ah ouais, en plus, t'as du son. Ouais, c'est unboxing live, là, vous voyez pas ça. Stéphane est tout excité là, de voir qu'est-ce qu'il y a dans son cadeau. Donc, voilà, je vous présente rapidement ce qu'il y avait dans... C'est un livre, ça s'appelle... Alors, c'est l'Ève Future. Alors, c'est pas récent. J'ai pas compris, Stéphane. L'Ève Future? L'Ève Future. C'est un roman de Auguste Devilliers de l'Isle-Adam. C'est un roman de science-fiction, mais qui date de 1886. Il a été publié en 1886. Et ça parle un petit peu d'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même assez intéressant. En fait, des préconceptions de comment on concevait une intelligence qui n'était pas humaine. Alors, c'est un scientifique. Alors, il a choisi le nom totalement au hasard. Il l'a appelé Edison. Ben, voyons. Voilà. Puisque, il y a tout, l'électricité commence à se diffuser de partout. Les gens commencent à avoir des ampoules, des phonographes, des embryons de téléphone, et donc, il se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Et cet Edison est décrit un peu comme un Elon Musk. Hein. C'est l'inventeur fou un peu qui propose tout un tas de solutions. C'est pas moi qui l'ai dit là. Et il décide donc d'aider un de ses amis. C'est un ami à lui qui a une peine de cœur parce que il aime une femme qui est magnifique, mais on va dire qu'elle manque un peu d'esprit pour être poli. Et donc pour l'aider, il décide de lui proposer une androïde. Alors c'est le mot qui a été choisi par Auguste, androïde. Au lieu de robot. Alors oui, c'est un androïde, donc c'est un robot, mais avec l'apparence physique. Puis le mot qu'il utilise, c'est androïde. Androïde. OK. Parce que les androïdes, c'était plus des automates. Et donc lui, il a créé le mot androïde à ce moment-là. Et donc, comment elle fonctionne? Alors, ça fonctionne à l'électricité, évidemment. Elle est branchée de partout. En tout cas, les veines et les nerfs sont remplacés par des fils électriques. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que elle parle. Et comment elle parle, donc il utilise des phonographes avec des bandes. Il a enregistré tout un tas de sons, de paroles avec la voix de sa promise. Ouais, de sa promise. Et donc il a des heures d'enregistrement comme ça stockées dans le corps de cet androïde. Et donc, grâce à ça, elle va pouvoir choisir les mots qu'elle utilise pour pouvoir parler et répondre aux questions qui lui sont posées.
Alors comme ça marche pas très bien quand même, enfin comme ChatGPT aujourd'hui par exemple, donc Edison propose de poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Donc il faut faire le bon prompt en quelque sorte pour avoir la bonne réponse. Tu vas avoir la bonne réponse, pose la bonne question. Mais et du coup, en tout cas, ce livre soulève tout un tas de questionnements, notamment sur le rapport entre la technologie et est-ce que la technologie peut ou pas apporter des solutions sur la complexité de la vie humaine. Qu'est-ce qu'une identité aussi, puisque l'Andri donc s'appelle Adali, ça veut dire idéal en iranien apparemment. Adali, comme Adali. Ada. Adali, H-A-D-A-L-I, grec. Je pensais que j'avais un proto Ada Lovelace qui était en train de se dessiner. Là. Et donc, voilà, elle représente l'idéal, donc la femme parfaite, il faut remplacer ça. Une femme parfaite, mais qui manque d'esprit, donc on va lui ajouter de la technologie. Voilà, aucun biais là-dedans, hein, cette vision. Ouais, c'était en 1886. Ça passerait pas le test aujourd'hui, c'est ça. Faut remettre un petit peu dans le contexte. Mais en tout cas, voilà, donc le Edison a une obsession du progrès technique. Tout se résout avec l'électricité. Bientôt, on arrêtera de travailler. Bientôt, il y aura plus de guerre, il y aura plus rien, puisque l'électricité va pouvoir faire tout un tas de création. On va pouvoir avoir des téléphones et communiquer avec des gens à l'extérieur. Et donc, tout ça va anéantir toutes les difficultés humaines. Évidemment. Voilà. Bien sûr, il y a le sujet des conséquences éthiques et morales autour de tout ça, puisque même cette fameuse Adali, elle se pose des questions à un moment donné sur son existence. Est-ce qu'elle peut ou pas avoir un peu les mêmes droits qu'un être humain? Et enfin, je vais juste citer un petit passage, ça va faire un petit peu écho à ce que disait Véronique tout à l'heure. Donc je vais lire le petit passage. « Nul ne peut estimer au juste la véritable nature de ce qu'il forge, par la raison que tout couteau peut devenir poignard et que l'usage que l'on fait d'une chose rebaptise et la transfigure. L'incertitude seule nous rend irresponsables. » Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions comme ça. Encore l'analogie avec le couteau. C'est peut-être le moment zéro où cette histoire-là qu'un couteau, c'est neutre, puis on peut... Einstein disait à peu près la même chose plus tard. Là. D'ailleurs, je vais retracer cette citation-là pour m'assurer qu'elle était juste. Là. Vraiment trippant. Donc voilà, voilà. Je trouve que ça date de 1886 et franchement, c'est les mêmes questions. C'est sûr que je vais le lire. Je n'avais jamais entendu. Écoutez, là, je m'en excuse là, si c'est un classique. Là. Rappelle-moi le titre. Donc c'est l'Ève future et c'est de Auguste Villiers de l'Isle-Adam. Alors tu peux le trouver facilement sur Internet en PDF ou tu peux l'acheter si tu préfères. Je vais l'acheter, pourquoi pas. Je vais l'acheter, puis je vais le lire parce que souvent, là, c'est toujours les mêmes ouvrages là, quand on retourne... c'est sûr qu'il y a Frankenstein qui sort, là, quand on parle de l'homme qui génère de la technologie, puis j'imagine, Sylvain, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais celui-là, je l'avais jamais lu, puis je vais le lire. Merci Stéphane, excellente suggestion. Dernier cadeau, écoutez, il y a plein de papiers partout, là, il va falloir ramasser bientôt. Sylvain, c'est quoi le dernier cadeau que tu as prévu pour nous? Je vais aller du même côté que Stéphane, malgré tout le mal qu'il m'a fait tout à l'heure. Pas rancunier. Avec la science-fiction. Mais juste avant de commencer, parce qu'on avait une discussion sur le terme qui était utilisé dans le roman, là, ouais. Et la question, en fait, le terme qu'on connaît, qui est plus contemporain de robot. Mais ça me rappelait une information que j'avais déjà vue passer. Là, mais le terme comme tel de robot nous vient d'un écrivain tchécoslovaque du nom de Karel Čapek, qui a utilisé le mot dans une de ses pièces de théâtre qui a été écrite en 2020. C'était pas un acronyme? Le nom de la pièce de théâtre, oui, là, c'est je l'ai ici sous les yeux, le R-U-R. Et ça vient des langues slaves, en fait. Là. C'est tiré du terme robota, et ça veut dire en russe esclave. Donc, c'est assez intéressant quand même. Et c'est, en fait, nous sommes restés un peu avec le terme
tiré de cette époque-là. Et c'est une pièce aussi qui est intéressante parce que c'est le soulèvement de robots qui sont réduits à des tâches de corvée et de travaux forcés. Donc, c'est assez intéressant. C'est très, très proche, disons, du 20e siècle. Et ça m'amène, en fait, à mon dernier cadeau à moi, là. Je vais rester dans la science-fiction. C'est un film qui est sorti cet automne, mais passé un petit peu inaperçu. Probablement un problème de marketing, et aussi il y avait la grève des scénaristes et des acteurs là, qui s'appelle The Creator, le créateur, avec le fils de Denzel Washington. C'est intéressant ce film-là parce que d'abord des histoires originales hollywoodiennes sur l'IA, il y en a, il y en a une profusion, mais sont généralement assez plaqués, assez classiques, très peu originales. On pourrait nommer sur une main là, vraiment les scénarios qui sortent un peu de l'ordinaire. Je pense entre autres au dernier Mission Impossible là, que j'ai trouvé particulièrement horrible là, côté scénario, qui est sorti cet été, qui est justement une entité malveillante là, qui contrôle les humains. Mais dans ce film-là, c'est intéressant parce que on retrouve encore le schéma là, du conflit entre l'IA et l'humanité, sauf que là, il y a quand même plusieurs nuances. C'est-à-dire que vous avez l'Occident qui est incarné par les États-Unis, qui ont encore le rôle de beaux salopards là-dedans, qui, suite à un dysfonctionnement d'un robot là, qui a occasionné une explosion nucléaire à Los Angeles, quand même assez ennuyeux, décide tout simplement de bannir complètement les intelligences artificielles et les robots en Occident. Donc, une prohibition totale. Le problème, c'est que cette législation-là ne s'applique pas en Asie. Il y a ça une nouvelle confédération d'États là-bas, là. Et qui, eux, ont choisi plutôt la cohabitation avec les IA et même la fusion avec les IA. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est intéressant dans le film. Parce Deux conceptions. On voit des humains, en fait, qui numérisent leur visage pour les vendre à des robots qui peuvent ensuite revêtir complètement leur visage. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, en fait, c'est deux modèles et deux rapports avec la technologie qui sont assez différentes. Dans un cas, on considère ça comme une vie qui est en développement, avec laquelle on peut cohabiter. Dans l'autre, on voit ça comme une menace. Et là, ça amène à une guerre, évidemment, entre les deux. Mais c'est un scénario qui est assez nuancé. L'histoire est assez intéressante. Et je pense qu'il est rendu sur Disney+. Je suis pas convaincu. Oui, je crois que oui. Quand il est sorti, c'est vrai qu'il est passé en dessous du radar. Probablement qu'on est habitué. Ils l'ont vendu comme... Je me rappelle dans la publicité, c'était une histoire de Star Wars ou quelque chose comme ça, ou par les producteurs. Je pense qu'ils ont essayé de le vendre comme si c'était dans la franchise, alors que c'est un vrai justement. Mais il est bien réalisé aussi, parce que c'est Gareth Edwards qui est réalisateur et qui nous a donné entre autres le meilleur Star Wars. Là. En fait, dans les dernières années, là, Rogue One. Là. Puis aussi, le film est à petit budget. Je pense qu'il a coûté 80 millions, mais ça paraît pas. Je veux dire, ça montre en fait que le film, les effets spéciaux se tiennent. Et quand on regarde les derniers Marvel et on regarde ça, je veux dire, il y aurait des choses à être enseignées. Là. Donc, sur le plan esthétique, sur le plan du design et des effets visuels, là, il est vraiment bien fait, le film. OK, je vais me taper ça aussi pendant le temps des fêtes. Écoutez, merci de bien beaux cadeaux. Ça donne envie de partir en congé tout de suite. Il me reste encore quelques jours. Bien hâte de prendre du temps, j'imagine, comme vous, là, pour lire, justement, Netflixer un peu, gamer, peut-être profiter du plein air et dormir. Dormir, ah oui, dormir, ça. Et peut-être rêver, tiens, comme disait l'autre. J'espère que je vais pouvoir le faire un peu. En tout cas, ce serait un vrai beau cadeau de Noël dans mon cas. Écoutez, ce sera tout. On va prendre une pause des fêtes, une pause grandement méritée. Vous l'avez bien compris maintenant, là, si vous entendez mon ton depuis le début. On va vous retrouver de l'autre côté du temps des fêtes. Et on va reprendre en force là, avec notre spécial, nos prix Lovelace et Yark. Là, cette année, on a décidé de faire ça en tout début d'année. Avant, on faisait notre partie du jour de l'an en même temps. Là, on va se prendre quelques semaines de congé pour retour. On fera nos prix Lovelace et Yark pour donner nos
nos prix vous le savez, au pire de l'année 2023 puis au meilleur de l'année 2023. Ce serait une belle façon de recommencer l'année avec vous, puis de regarder une dernière fois en arrière pour mieux repartir vers l'avant. Donc, prochain épisode, ce sera publié autour du, je dirais, 11 janvier peut-être, là, le temps d'enregistrer ça, le temps de dégriser un peu, puis d'enregistrer tout ça. Donc, patience, ça s'en vient, puis on prend un beau congé, chacun de notre côté. Écoutez, c'est tout. Merci à mes baristia. D'abord, Shirley Plumeran, merci. Merci, bonne fête tout le monde. Merci, Véronique Tremblay, merci à toi. Merci. Merci Jean-François, joyeuse fête. Merci Stéphane Minéo. Merci, bonne fête de fin d'année à tous. Et Sylvain Munger, merci. Merci et bonne fin, joyeuse fête à tous. Et la prochaine fois, ce sera de l'autre côté de l'Atlantique dans mon cas. Je commence la traversée à la nage la semaine prochaine. Oui, l'eau est froide par ici. Je devrais arriver pour la prochaine saison du podcast l'année prochaine. Yes, bien hâte de voir, de correspondre avec toi puis de t'entendre de l'autre côté de la grande flaque. Écoutez, votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Dia Café. Merci encore une fois d'être là chaque épisode. Et vous êtes nombreux à partager, s'il vous plaît, à celles et ceux qui vous entourent, qui pourraient être intéressés par ces enjeux, parler d'IA, en entendre parler un peu une fois aux 2 semaines. Donc, parlez-en. Faites grandir notre petite communauté constituée d'androïdes qui s'ignorent peut-être. Et passez un joyeux Noël. Reposez-vous un peu. Faites le plein de ce qui vous fait du bien. Puis on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, joyeuses fêtes. Bye bye.